in urban areas. So this is a phenomenon that cannot be stopped. Nobody's going to go back to the countryside. Everybody's going back to the cities. The question now for us is to see whether we are prepared for this growth, of this huge urban growth. What can we do with it? Because as Ban Ki-moon says, the UN Secretary General says, it's not a numbers game. It's not how many, 7 billion, 8 billion. It's a story of people. It's a story of providing food for them, providing shelter, providing education, providing transport, providing opportunities for jobs, and providing them with opportunities for having a good life and bringing up their own children. So it is how do we deal with this huge explosion of people who are all coming to the cities with very high hopes. So today we are very, very fortunate in having an extremely powerful selection of people on our panel. And I will introduce them to you briefly, but maybe they will take 1 or 2 minutes themselves to tell you exactly what they do. And then we shall go on, and the speakers will have about 5 or 6 minutes, which is always too short. But they will give us the gist of their point, and then we will come back to the speakers, and then we'll open the floor to you for your comments or your questions. So starting from my left, we have Mr. Goodluck Ole Medei from Tanzania. He's the Deputy Minister for Housing, for Land, Housing and Human Development. You have huge responsibilities, sir. Congratulations. Or should I say commiserations? Because I've just come from Kenya, next door. Then we have Jean-Pierre Elong Bassi, who was Secretary General of an organization called CGLU Afrique. I met him just before lunch, and he was explaining to me what was happening, but then we did not finish the explanation, so you will explain to the audience. Then we have Mr. Robert Bengo Mambe, who is the governor of the district of Abidjan in Ivory Coast. Next to him, we have Mr. Khalifa Ababakar Sall, who is the mayor of Dakar, a lovely city. If those of you have been fortunate enough to go to Dakar, you know how beautiful the city is. Then we have Francis Tolentino, who is the chairman of the Metropolitan Manila Development Authority. And he's been fooling around with motorcycles, so he's now got himself a broken hand, but we wish him very speedy recovery. And then we have Dr. Marjari, who is the president of ASLOM, Morocco. I hope I've got that. Alstom, beg your pardon. Railways, public transport, energy, and about a dozen other things. And then we have Mr. Denis Simoneau, whose company, GDF Suez, is also involved in 2,000 mega projects in virtually every country in the world. So we have a fabulous panel who know everything there is to know about running cities and how to cope with the future. So without further ado, I will go to you, sir, Mr. Goodluck. You have your 5 minutes. The floor is yours. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be, this important forum this afternoon. As I said, I'm Goodluck Ole Medei, Deputy Director for Lands, Housing and Human Settlements Development of the United Republic of Tanzania. Because of the time limit, I will not dwell on theories or go to the background of the urbanization and what have you. I think I'll go right away to respond to the issue that how do we deal with the urban growth? I think in a nutshell, I need to first of all discuss the issue of, what could be one of the reasons for the urban growth? Why do we have this? And for this reason, I want to discuss about the, informal. A large part of our cities are informal. They are not planned.
And for instance, in my country, we estimate that about 80% of all the cities are not planned. So about 20% is properly planned, the rest are not. And therefore, a large part of it is a slum. Why? One, we know that, land is finite. Finite, it is limited, while the population is growing. 3 weeks ago, we witnessed the birth of the 7 billionth human being, and therefore, our number has increased. The size of the land has remained the same. We all scramble to get a piece of this land because we know the value that it is attached to. Being aware that land is finite, then what action is required? We need to plan the use. We need to survey and allocate, to the right, prescribed use. Unfortunately, because of poverty in most of our countries, developing countries, we have not been able to plan, survey, and allocate land to users. That is why whoever grows up and graduates in the rural setting has to migrate to the urban. And when they come to the urban, to the cities, what they do, because there are not enough houses, then they decide to settle anywhere, provided that land is not occupied by anyone. Then they believe it's free, and therefore they take it as theirs. This is the source of these unplanned informal settlements. There is also, an attempt of late by some activists, to encourage people that you can settle anywhere, or even you can even take that land. It belongs to someone, but take it. That is deliberate violation of the law. As actually one way of protesting against the policies, the country's policies. That might be, punitive to whoever, appropriate lens against the policies. Now, how do we deal with it? To deal with this problem, one, we must improve the rural life. Currently in our country, we are revising the policies, the land use as well as the human settlements development policies, to ensure that all land is planned, surveyed, and allocated. Any land that is not allocated will be reserved in a bank, land bank, that will be supervised by the government. And it will be allocated when the need arises. If it's for investment, then it will be allocated to the investor when he or she expresses the need for land. The second thing that we do is to improve the infrastructure in the rural areas in order to attract investors to go and invest in the rural areas instead of investing in the urban alone. We know that once you set up, for instance, a factory in the rural area, it will attract people because there will be employees. And what follows is that will again turn into an urban settlement. But it will take time. At least we shall have reduced the pressure on the main cities. So that is one of the approaches that we are taking. The second one is the revision of the law and legislation. The intention actually is to expedite the process of land allocation to investors or users, both foreign and local, and also provide for the residents of the country, residents of the land, to use land as equity in investments. So when a foreign firm or an individual from overseas comes in search of land for investment, we allow our citizens to enter into joint venture. But into joint venture because we believe that that is the way we can make investments more sustainable than simply bringing an FDI. You see, put on the land,
without participation of the local people, that will not be sustainable. And for that reason, we shall be able to empower our people and reduce the level of poverty that the people are now, experiencing. Those are a few of the areas that I think, if these are implemented, would at least reduce the level of, urban growth. Again, we have a strategy that we have adopted recently, and that is we have a policy that we encourage high-rise buildings rather than the horizontal development. The reason is an individual needs a house, not land. You need a house, and therefore we have empowered our a public real estate developer, the National Housing Corporation, to build houses and sell to the people, or set some aside for to let, and to facilitate access to loans, to housing loans. We have set up the Tanzania Mortgage Refinancing Company that will facilitate acquisition of loan at a lower interest rates by the people who need to buy houses from this real estate development. We are also considering actually setting up a sort of a regulatory mechanism in order to encourage other investors to get involved into real estate development, because we believe government alone cannot achieve that goal. We have to involve the private sector into that. We have also taken initiative of establishing centralized cities. In Dar es Salaam, for instance, we have the Kigamboni, which we call it it's a blue diamond. Tanzania's blue diamond. If we had time, I would be able to give a presentation of of what I mean by this. Kigamboni will be a state-of-the-art modern city that will comprise of all the modern amenities that you would consider on earth. And we believe that development of the Kigamboni city will reduce pressure on Dar es Salaam business district. And also we have 3 more satellite cities in Bunju, Luguruni, and Makongo area. We are also embarking on the regularization, redevelopment, and upgrading of the informal settlements. You see, through the participation of both the private sector and the public real estate development. These are a few strategies that we have in place that we believe that will at least facilitate the reduction or a reduction of the pace of urbanization in Tanzania. Thank you very much indeed, Abubakar. If you liked his speech, please show him your appreciation. Thank you. It's polite. We're going to have a little change. Abubakar, Mr. Abubakar, you need to go to the airport. So I think we will jump the queue and we'll come to you. Il s'agit d'une invite qui nous est faite en tant que pays autorité du Sud d'influer, d'impacter, de contribuer dans la construction de la mondialisation par nous-mêmes et avec nos solutions. Et de ce point de vue, nous réfléchissons sur la question urbaine. Telle que la question est posée, je ne pense pas que quelqu'un puisse donner une réponse positive. Est-ce qu'on peut arrêter la croissance urbaine? Je pense qu'on ne saurait donner une réponse. Par contre, comment gérer cette croissance urbaine? C'est une bonne question, puisque c'est aujourd'hui le challenge du moment. Mon pays, le Sénégal, a 13 millions d'habitants. Les 5 vivent dans l'agglomération dakaroise. Vous comprenez donc le problème qui se pose à nous. De telle sorte que gérer la croissance urbaine, pour nous,
dépend de la manière dont la politique nationale est menée. Parce que mon collègue de Tanzanie l'a rappelé tout à l'heure. Dans toutes les villes du Sud, la croissance urbaine est non maîtrisée, mais elle découle surtout de ce qu'on appelle l'exode rural ou les migrations rurales. Donc, une croissance non maîtrisée, spontanée. Et M. Mbassi vous le rappellera surtout, c'est pourquoi ce que nous préconisons, nous, au niveau de la gouvernance locale, doit être appliqué. C'est-à-dire que dans nos États, il faut penser global et agir local. La stratégie devra être globale, mais la mise en œuvre devra être locale si nous voulons être efficaces. Les solutions sont à la base. Elles devront être conduites par la base. Donc, une politique nationale adaptée qui promeut un aménagement du territoire et un développement harmonisé et harmonieux, qui fasse que les populations rurales n'éprouvent plus le besoin d'aller en ville. Donc, c'est ça la première réponse que nous pensons qu'il faudrait donner. La deuxième, il faudrait que les autorités locales puissent donner des réponses satisfaisantes aux populations qui vivent sur leur terroir. Se pose la nouvelle gouvernance locale à promouvoir. Cette gouvernance qui va promouvoir l'efficacité et l'efficience. En quoi faisant? Notre table ronde se base sur le business, je crois. Nous sommes tous autorités locales maintenant, des gens qui offrons du service, qui donnons du service. Les populations nous ont élus pour satisfaire leurs préoccupations, leurs aspirations et leurs ambitions. Donc il y a une quête, une demande à satisfaire. Nous devrions donc adapter notre démarche pour désormais, en recherchant l'efficience et l'efficacité, faire en sorte que nous puissions concrètement répondre à ces préoccupations. Et de ce point de vue, beaucoup de collectivités locales sont en train de promouvoir le pipipi. Parce que nous ne pouvons pas, au niveau de nos collectivités locales, vivre que de nos impôts et de nos taxes. Nous ne pourrons pas, par ces moyens, répondre aux demandes des populations. Par contre, si les collectivités locales se transforment en chefs d'entreprise qui doivent régler des problèmes et que nous fassions par notre gouvernance de telle sorte que la citoyenneté soit promue, que la gestion participative soit une réalité, qu'elle soit inclusive, que la transparence dans la gestion soit promue, c'est-à-dire que nous créions les conditions d'attractivité de notre gestion, nous pourrions attirer les partenaires qui viendraient avec les moyens financiers dont ils disposent ou les moyens techniques ou technologiques pour accompagner nos efforts d'investissement et de développement. C'est la raison pour laquelle, et c'est la deuxième proposition, il faut que les collectivités locales offrent des services qui prennent en compte les aspirations des populations, mais en y adjoignant ceux qui sont détenteurs des investissements et des moyens techniques, c'est-à-dire promouvoir le pipipi. Je crois que c'est une démarche aussi à... La troisième chose, c'est la promotion de la citoyenneté. Vous savez, dans nos pays et dans nos villes, je parle en présence de M. le ministre des Affaires étrangères de Gambie, il sait de quoi je parle, la culture urbaine n'est pas très ancrée dans toutes ces populations qui viennent du monde rural. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de diplôme, ils n'ont pas de métier, le savoir-faire et le savoir-être posent problème. Ces populations qui viennent en ville nous posent des problèmes d'établissement humain, on l'a dit tout à l'heure, elles s'établissent où elles trouvent le gîte et le logis, et ils n'ont pas les capacités professionnels et personnels pour faire un travail, ils sont tous commerçants. Dakar était une belle ville. Aujourd'hui, ces trottoirs et ces rues sont encombrés par le commerce de rue. Ces centaines de milliers de jeunes qui se déversent chez nous n'ont pas de métier.
n'ont pas de profession. Ce qu'ils savent faire, c'est vendre. Donc, la qualité de la population pose problème. Il faut donc promouvoir une citoyenneté qui fasse que l'habitant des zones urbaines se dise que j'ai un rôle, j'ai ma part dans la gestion de ma cité, mais surtout je dois être un acteur du développement de ma cité. Quatrième idée, c'est créer une alliance entre les collectivités locales, le secteur privé et l'État. Je crois que si cette synergie existe, parce que nous ne pouvons pas, en tant que collectivité locale, hors de nos États et de nos gouvernements, faire grand-chose. Quelle est l'alliance qu'il faut créer pour véritablement nous accorder sur la stratégie, sur les objectifs et sur les moyens à mettre en œuvre? Ça peut aider à asseoir une politique efficace de gestion de l'accroissement urbain. Enfin, c'est avoir une démarche concertée au plan sous-régional, parce que les best pratiques existent partout. Ces échanges d'expériences avec nos voisins les plus immédiats et nos partenaires du Nord pourraient aider aussi à échanger les meilleures pratiques et à trouver des moyens. Quatrième ou cinquième dernière proposition, désormais, les collectivités locales se sont ouvertes au marché financier international. Nous sommes en train de construire et de bâtir des partenariats avec les partenaires au développement. Ça procure un savoir-faire, ça procure des moyens d'agir, et je crois que de ce point de vue aussi, en approfondissant cette filière-là, on peut trouver les moyens de mieux gérer la croissance urbaine. Voilà un peu les 4 ou 5 idées que je voulais partager avec vous, puisque nous n'avons que 5 minutes. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much indeed, Mr. Sal. I think you have to leave, so we will let you go with great regret, but we wish you good luck. Thank you. Mr. Mbassi can answer to all questions you have. Thank you. Thank you very much. So we now go back to Mr. Jean-Pierre Mbassi. I think his specialty is local government. But anyway, the floor. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce panel. Je ne sais pas si je méritais d'y être. Et toujours est-il que moi, j'aurais même voulu redéfinir le sujet de ce panel. L'ensemble des Mid-Days est organisé autour de la question du Sud dans la gouvernance mondiale. Moi, je pense qu'il est temps aussi de poser la question des villes et des mégalopoles dans la gouvernance mondiale. Il y a un travail très intéressant fait par une sociologue américaine qui s'appelle Sassen et qui a montré que la mondialisation telle qu'elle se développe s'appuie sur un réseau mondial des villes qui est le réseau de support du déploiement de la mondialisation. Et ce réseau de support institue ce que ça appelle des villes globales. Et ce sont ces villes globales qui, au fond, commandent la mondialisation et qui réclament d'être partie prenante de toutes les négociations parce que ces villes sont les terrains d'atterrissage de toute activité économique reliée à la mondialisation. Donc nous, pour moi, on aurait